Demandez-vous chaque matin ce que vous pouvez faire pour le pays. Et au-delà de votre quotidien, de votre vie, parfois de ses difficultés, dites-vous toujours que vous appartenez à un collectif plus fort, plus grand que vous, la nation française. C'est ce collectif qui vous a éduqué, qui vous soigne, qui, quand vous tombez, vous aide à vous relever, qui vous aidera dans vos vieux jours. Et dites-vous à chaque instant que vous avez quelque chose à faire pour la nation. J'ai besoin de cet engagement. Bonjour Myriam Revaud-Dallon. Bonjour. Vous êtes philosophe, chercheur associé au CEVIPOF et professeur émérite des universités à l'École pratique des hautes études. Vous avez traduit Hannah Arendt, jugée sur la philosophie de Kant. On peut le trouver dans une nouvelle édition en point essai. Et puis vous êtes l'auteur, dernièrement, du Miroir et la scène, ce que peut la représentation politique aux éditions du Seuil. Alors toute cette semaine, nous avons parlé d'espace poétique, littéraire, physique, mais nous n'avons pas encore parlé d'espace public et politique. Comment, Myriam Revaud-Dallon, définir cet espace? Est-ce celui d'un partage politique qu'évoque Emmanuel Macron dans ses vœux que l'on vient d'entendre, où chacun doit s'investir? Ou cet espace public est-il celui de la représentation politique, comme ce grand moment de publicité aussi, ses vœux de mise en scène du chef pour la nouvelle année? Effectivement, il y a une ambiguïté, qui est une ambiguïté presque constitutive. En tout cas, c'est comme ça que quand on parle d'espace public ou de publicité de l'espace public, on peut l'entendre de deux manières. On peut l'entendre comme ce que les citoyens partagent dans un espace public de débat, de délibération, ou bien on peut l'entendre comme le caractère public de la parole publique du chef ou de l'autorité politique. Alors, qui serait presque à la limite, si on poussait la chose à son terme, censé, au fond, constituer l'espace politique. Alors, en fait, c'est pas ça. Ça n'est pas ça du tout. Je pense que ça, c'est une représentation, un petit peu détournée ou déviée de ce qu'est l'espace public, dont il ne faut pas oublier que c'est une notion qui est née avec la philosophie des Lumières. L'espace public, la publicité de l'espace public, qui est née avec la philosophie des Lumières, c'est-à-dire dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Public, ce qui correspond à lumière, c'est ce qui est mis en lumière, c'est ce qui est visible. C'est ce qui est mis en lumière, c'est ce qui est visible pour tous. C'est précisément, alors la philosophie des Lumières, elle avait effectivement pour ambition aussi d'arracher la visibilité de l'espace public au secret de la domination. Elle avait, pour objet de faire en sorte que le despotisme entre guillemets qui gouvernait à l'aide de ce qu'on appelait les secrets de la domination. Donc il fallait rompre avec cette pratique du secret et faire en sorte que les citoyens puissent débattre et exprimer leur opinion et d'une certaine façon qu'ils soient partie prenante dans l'action publique. Donc l'espace public, ça entretient un lien très étroit avec l'opinion publique. Et il y a public, le fait d'être rendu public, c'est la question de la publicité, le fait de pouvoir partager son opinion, de pouvoir discuter publiquement de ce qui nous concerne tous, de ce que nous avons en commun, mais c'est aussi la question du public. Quel est ce public? Quel est ce public? Alors, quel est le public auquel on s'adresse? Et en même temps, donc il y a à la fois, mais en réalité, les deux sens sont intriqués, parce qu'on peut dire que d'une certaine façon, c'est le public, quand il se constitue en tant que tel, qui permet la publicité, et la publicité, c'est la publicité du public, c'est-à-dire de l'ensemble, au fond, des citoyens. On pourrait dire que ça aussi, ça doit correspondre au moment où, au concept de sujet, succède le concept de citoyen. Comment s'est constitué ce public, cet espace public, et comment peut-il se constituer de manière générale? Cet espace public, il ne naît pas comme ça d'un coup, ou est-ce que c'est justement le fait d'une décision politique, un petit peu comme avec la Révolution française, par exemple?
Alors les choses, ça dépend de quel type de questions vous me posez. Est-ce que vous me posez une question sur la manière dont la notion d'espace public s'est constituée dans l'histoire de la pensée et dans la pratique, ou bien est-ce que c'est une question moi je peux répondre aux deux. D'abord peut-être à la première, parce que je pense que faire une espèce de généalogie ou montrer dans quelles conditions on peut parler de public. C'est peut-être intéressant de faire appel à l'histoire de la pensée. Et je pense que vous attendez de moi que je parle de Kant. Oui, tout à fait. On va en entendre un texte tout à l'heure, mais voilà. Vous pouvez en dire deux mots. Alors je vais en dire deux mots parce qu'effectivement, c'est une approche extrêmement intéressante que celle de Kant. La façon dont on passe d'un jugement esthétique chez Kant, qui est un jugement réfléchissant, j'expliquerai tout de suite ce que ça veut dire, et ce jugement esthétique impliquant la communicabilité peut être pensé comme d'une certaine façon le modèle ou le paradigme de ce que c'est que la communicabilité dans l'espace politique. Donc très concrètement, Myriam Revaud-Dallon, quand on parle, si nous parlons toutes les deux d'une œuvre d'art que nous avons vue ensemble, tout à fait. Nous sommes en train de participer, voire de constituer un espace public, voilà. C'est-à-dire un espace de communication, de communicabilité. C'est exactement comme ça que Kant a procédé, en tout cas. C'est exactement de cette manière, alors à partir d'un exemple, qui est un exemple très simple, qui est « cette rose est belle ». Et quand je dis « cette rose est belle », je ne dis pas la même chose que je ne dis pas je sens cette rose et comme l'odeur est agréable. Parce que si je dis je sens cette rose et comme l'odeur est agréable, ça n'implique pas nécessairement un partage ou une communication avec la sensation de quelqu'un d'autre. Mais si je dis cette rose est belle, j'attends d'une certaine façon, ce n'est pas une affirmation solitaire ou ce n'est pas une affirmation solipsiste. Je présuppose que mon appréciation ou mon jugement sur la beauté sera partagé par d'autres et que, en partageant ce jugement, nous obtenons une forme d'universalité qu'on pourrait appeler une universalité subjective. C'est assez bizarre, assez paradoxal comme expression, mais c'est très important. Une universalité subjective, c'est pas le type d'universalité qui est requis quand il s'agit de connaissances scientifiques, ou même pas le type d'universalité qui est requis quand on parle de morale. Par exemple, quand on dit on doit faire ceci ou on doit, tu ne tueras point, tu ne voleras point, etc. Donc là, on a une universalité qui se réfère à des concepts. Quand je dis cette rose est belle, d'abord on peut relever quelque chose qui est très étonnant et qui est précisément un paradoxe que Kant a travaillé, à savoir comment est-il possible qu'un jugement qui est un jugement totalement subjectif, puisqu'on dit généralement des goûts et des couleurs qu'on ne discute pas, comment se fait-il que ce jugement subjectif donne la possibilité de penser ce que Kant appelle le sens commun? Alors on va tout de suite écouter Myriam Revaud-Dallon, Kant, enfin du moins Kant, interprété par notre comédien Vincent Schmitt, qui emploie ce terme de sens commun. Sous l'expression de sensus communis, il faut entendre l'idée d'un sens commun à tous, c'est-à-dire l'idée d'une faculté de juger qui, dans sa réflexion, tient compte, lorsqu'elle pense a priori, du mode de représentation de tous les autres êtres humains, afin d'étayer son jugement, pour ainsi dire, de la raison humaine dans son entier, et ainsi échapper à l'illusion qui, produite par des conditions subjectives de l'ordre du particulier, exercerait sur le jugement une influence néfaste. C'est ce qui se produit lorsqu'on étaye son jugement grâce au jugement des autres, en s'appuyant moins sur leur jugement réel que sur leur jugement simplement virtuel. Et lorsqu'on se met à la place de tout autre être humain,
en se bornant à faire abstraction des limites qui, de manière contingente, affectent notre propre jugement. On pourrait attribuer le nom de sensus communis au goût, à plus juste titre qu'au bon sens. Plutôt que la faculté de juger intellectuelle, c'est la faculté de juger esthétique qui pourrait porter le nom de sens commun à tous. On pourrait même définir le goût par la faculté de juger ce qui rend universellement communicable, sans la médiation d'un concept, le sentiment que nous procure une représentation donnée. Myriam Revaud-Dallon, nous venons d'écouter le paragraphe 40 de la critique de la faculté de juger de Kant, interprété par le comédien Vincent Schmitt. Ce texte date de 1790. On n'y entend pas du tout le terme d'espace public, l'expression d'espace public, ni les termes d'espace, ni de public, mais il y a ce terme de sens commun qui semble être la clé de la constitution de cet espace public. On a le terme de sens commun, ou plus exactement de sensus communis. Il faut bien noter que c'est en latin et pas sens commun. Que Kant utilise en latin pour précisément qu'on ne le confonde pas avec le sens commun au sens du bon sens, au sens de ce que tout le monde pense ou de tout ce de ce que tout le monde dit. Quelle distinction faire d'ailleurs entre le bon sens et le sens sensus peut-être que je vais revenir à la fin du texte pour essayer d'expliciter la question que vous m'avez posée et justement. Alors parce que on a dit tout à l'heure que au fond le goût est un sens partagé. Quand nous allons regarder, quand nous voyons une œuvre d'art, que nous écoutons un morceau de musique, que nous regardons un jardin, un jardin de roses, c'est-à-dire que le goût est un sens partagé. Il est universalisable, mais il n'est pas universalisable comme le sont les connaissances objectives ou les préceptes moraux. C'est ce que dit Kant quand il dit il ne s'agit pas de faculté de juger intellectuelle. Il vient de le dire dans le texte. Et donc, estimer qu'une chose est belle, c'est admettre d'une certaine façon qu'elle doit contenir un principe de satisfaction pour tous, qu'elle doit plaire à tous. Ce qui veut dire que la communicabilité, ici, ce n'est pas le résultat d'un universel préalable. C'est un petit peu, au fond, la distinction qu'on faisait à propos le chef politique. Est-ce que c'est le préalable qui constitue l'espace public ou est-ce que c'est pas comme ça que ça fonctionne? Or, Kant dit, la communicabilité, c'est pas le résultat d'un universel préalable, mais la communicabilité, elle réside dans la potentialité ou dans la virtualité d'un partage. Bon. C'est-à-dire, c'est là... C'est-à-dire que, par exemple, face à une rose que je dis belle, ça n'est pas que, au préalable, cette rose est objectivement belle. Oui. C'est-à-dire que ça ne réside pas dans l'objet lui-même. Absolument, mais que nous la constituons. Nous la constituons comme belle, mais nous la constituons ensemble comme belle. Et je ne la constitue pas toute seule. C'est pas comme, par exemple, lorsque je dis, je mange, je ne sais pas, un steak haché, j'adore ça, je trouve ça très très bon. L'autre peut me dire, juste, moi je n'aime pas le steak haché, ça ne m'est pas agréable. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Alors là, il se passe que il y a quelque chose qui relève de ce qu'on appelle ce que Kant appelle le sensus communis, qui n'est pas le bon sens. Ça veut dire que c'est pas un consensus empirique. C'est pas un consensus sociologique qui est lié, par exemple, à l'imitation ou au fait que tout le monde se met à porter la même chose, à penser la même chose. Ça n'est pas lié à une proximité sociologique. C'est plutôt le sensus communis. Il faut le traduire par le sens du commun. Pour bien comprendre la différence avec le bon sens. C'est le sens du commun comme idée régulatrice. Comme idée régulatrice, comme possibilité d'une communication universelle. C'est-à-dire que le sens du commun, que tous partagent, c'est ça qui va donner lieu à une expérience possible. C'est ça qui va permettre la virtualité du monde commun. Et donc, c'est la construction de cette universalité subjective
qui implique le partage avec les autres. Mais alors justement, dans une dimension d'attente qui ne sera peut-être jamais complètement réalisée. C'est pour ça que l'on parle plutôt de virtualité. C'est-à-dire qu'on partage son avis en espérant ou en pensant qu'il est universellement partagé. Voilà, exactement. Mais on n'en sera jamais sûr. Mais par exemple, Myriam Revaud-Dallon... En pensant que c'est partageable. D'accord. Voilà. Et donc, entre le partageable, potentiellement partageable, et ce qui est effectivement partagé par tous, alors là, il y a une distance. On n'est pas sûr, alors que quand on parle de connaissances objectives ou scientifiques, il n'y a pas cette distance entre la virtualité, parce qu'il y a des concepts. Or là, d'ailleurs, il le dit quand il dit ce qui est universellement communicable à la fin du texte, sans la médiation d'un concept. Comment se passe ce partage de jugement, de goût? Par exemple, je reprends votre exemple, Myriam Revaud-Dallon, de la rose. Je me trouve face à une rose, je suis à vos côtés. Je ne sais pas quoi penser de la rose au final, mais j'ai envie de partager avec vous quelque chose sur cette rose. Donc, je réfléchis au fait de me dire comment je la trouve? Que pourrais-je dire à Myriam Revaud-Dallon sur cette rose? Et je vous dis, je la trouve belle, de manière à ce que nous amorcions une discussion. Ou faut-il que face à la rose, spontanément, je me dise, elle est belle et j'ai envie de le partager? Voilà, je pense que c'est plutôt cette deuxième perspective où non seulement vous avez envie de la partager, mais vous présupposez, parce qu'il existe ce sens du commun, ce sensus communis, que moi aussi j'ai envie de la partager et que nous construisons ainsi ce type d'universalité subjective. Donc Kant dit, si on écoute le texte, qu'il dépasse les idiosyncrasies, c'est-à-dire qu'il dépasse les positions particulières, et c'est la phrase, c'est ce qui se produit lorsqu'on étaye son jugement grâce au jugement des autres. C'est-à-dire qu'on ne se limite pas, à son propre jugement, comme si on jugeait de façon totalement isolée. Il n'y a pas de point de vue personnel. Voilà. Alors, c'est un point de vue personnel, mais c'est un point de vue qui rencontre celui des autres, qui ne se limite pas au point de vue personnel. Et alors, c'est ça. C'est là, par le biais de ce sensus communis, que d'une certaine façon, va se faire l'articulation avec l'espace politique ou avec l'espace public, c'est-à-dire on peut penser, quand on est attentif à ce texte de Kant, qu'il y a là quelque chose d'exemplaire au regard de l'espace politique, puisqu'il s'agit précisément, dans le jugement et par le jugement esthétique, de renoncer à ces idiosyncrasies, de renoncer à ces points de vue individuels, limités, pour s'élever, dit Kant, au-dessus de ces conditions strictement privées, strictement subjectives du jugement. Et il dit, pour pouvoir accéder au point de vue de tout autre être humain. Donc ça, c'est très important. Pouvoir accéder au point de vue de tout autre être humain, c'est-à-dire, parce que dans ce même paragraphe 40, nous avons ce principe qui s'appelle de la mentalité élargie, où il s'agit de se mettre à la place de tout autre, ou de pouvoir se mettre à la place de tout autre. Comme par empathie, ou comme le principe de la pitié, le fait d'une certaine façon, d'occuper le point de vue de quelqu'un d'autre. Tout à fait. C'est exactement de la même façon que Rousseau raisonne, à propos de la pitié, qui est au fond aussi quelque chose qui est une sorte d'une condition de possibilité de constitution de l'humanité. Parce que Rousseau n'est pas très loin de dire que quelqu'un qui n'éprouve pas de pitié à l'égard de son semblable, qui n'est pas sensible à la souffrance de l'autre, est pratiquement inhumain. Est incapable de vivre aussi est incapable de vivre avec de faire les société. Autres. Tout à fait. Tout à l'heure, Myriam Revaud-Dallon, je vous ai posé une question sur la distinction entre le moment où je partage mon point de vue avec vous sur la rose qui est belle, jusqu'où ce partage est réflexif. Je vous ai posé cette question parce que le sens du commun, avoir le sens du commun, est-il un sens naturel? C'est-à-dire que est-ce qu'on peut complètement se tromper? Déjà, dire que la rose est belle et en fait personne ne la trouve belle. J'ai choisi la rose la plus laide qui soit ou fanée ou peu importe. Et est-ce que ce sens du commun, on peut aussi le cultiver?
Je pense que oui. On peut le cultiver. Et alors là, on a tout à fait... d'abord, alors... comment dire, on a eu des discussions. Par exemple, il y a eu des critiques extrêmement comment dire, serrées, par exemple, de Bourdieu, sur le fait que ce sens du commun, ou cette faculté du jugement esthétique soit universellement partagée. Bourdieu a soutenu contre Kant qu'elle n'était pas du tout universellement partagée, puisque les conditions sociales dans lesquelles on accède, comment dire, au fond, à ce sens du commun ne sont pas du tout les mêmes. Bon. Et donc ça n'est pas forcément naturel. Enfin, il y a deux points de vue. Bon. Mais Kant ne dit pas que c'est... Quand je vous ai dit tout à l'heure, il y a une distance entre quelque chose que l'on attend et quelque chose qui est effectivement réalisé. Moi, je peux vous répondre que le travail de la culture consiste précisément à essayer de réduire cette distance. Que par exemple, le travail, très concrètement, le travail pédagogique de l'accession à la culture, l'apprentissage des œuvres d'art dans le milieu scolaire consiste à réduire la distance entre ce que ce sensus communis propose comme virtualité et l'exercice effectif de quelque chose qui est partagé. Oui, puisque Myriam Revaud-Dallon, cette virtualité, on peut ne pas la pressentir, on peut ne pas en avoir l'intuition, et on peut en plus ne pas réussir à la partager. Alors, on peut, c'est-à-dire qu'une virtualité, d'une certaine façon, elle n'est sensible que quand elle s'exerce. Donc une vertu, mais il faut qu'elle existe. C'est au fond tout le travail de réflexion de Kant qui consiste, dans les autres critiques aussi, à travailler sur les conditions de possibilité de quelque chose. Les conditions de possibilité de la connaissance, les conditions de possibilité, comment dire, de la morale, de la raison pratique. Et là, il y a un travail sur les conditions de possibilité. Bon, d'abord du jugement esthétique et par extrapolation, je dirais, les conditions de possibilité de ce que c'est que de partager quelque chose dans un espace public. Et alors, il y a quelque chose qui est aussi très intéressant, c'est que dans la critique de la faculté de juger, il y a un paragraphe qui est consacré très précisément au rôle respectif de l'acteur et du spectateur. C'est-à-dire de celui qui crée et de celui qui regarde ou de celui qui écoute. C'est le paragraphe sur la différence entre le génie et le goût. Bon, donc le génie, évidemment, c'est le créateur, et le goût, c'est celui qui apprécie, qui évalue. Or, c'est du côté du goût que se trouve le passage, comment dire, possible à l'espace politique, à l'espace public, c'est-à-dire, c'est du côté, il faudrait presque dire, non pas du spectateur, mais des spectateurs. Parce que il faut tout de suite insister sur le pluriel. Voilà, il y a tout de suite utiliser le pluriel. Et c'est par la médiation du jugement de goût que Kant passe au fond à l'analyse de ce que c'est qu'un espace public ou un espace politique. Ces sont une atteinte directe aux vœux que le peuple a exprimés par la voix de ses élus et qui sont ses représentants légaux. Laisserons-nous la tyrannie triompher de la liberté? Non! Et laisserons-nous à un seul homme le droit d'effacer en un seul jour l'espoir de voir enfin naître un peuple libre en France? Non! Non! Je veux que chaque homme du district soit volontaire. Nous montrerons au monde entier que nous n'avons pas peur de ces chiens galeux qui osent assiéger notre cité. Zanko, tu vas nous faire... Bravo, Jean. Mettez-vous en ligne. On va le réveiller, le régime. Soyez tranquille. Fournier. On m'appelle l'Américain. J'étais distillateur à Saint-Domingue. Les armes, on les prend où? Les fusils sont aux Invalides. Et la poudre à la Bastille. C'est la façon de penser des spectateurs.
qui se trahit publiquement à l'occasion de ce jeu des grands bouleversements politiques et qui, même malgré le danger d'une telle partialité qui pourrait leur devenir très préjudiciable, manifeste pourtant une prise de position si universelle et en tout cas désintéressée pour les participants d'un camp contre ceux de l'autre, et ainsi prouve, à cause de l'universalité, un caractère de l'espèce humaine en totalité, et en même temps, à cause du désintéressement, un caractère moral de celle-ci, du moins dans ses dispositions, qui non seulement laisse espérer le progrès vers le mieux, mais même déjà est un progrès, dans la mesure où elle en est pour aujourd'hui suffisamment capable. La révolution d'un peuple spirituellement riche, que nous avons vu se produire de nos jours, peut bien réussir ou échouer. Elle peut bien être remplie de misère et d'atrocités. Cette révolution, dis-je, trouve cependant dans les esprits de tous les spectateurs, qui n'ont pas eux-mêmes été impliqués dans ce jeu, une prise de position au niveau de ses souhaits qui confine à l'enthousiasme, et dont l'extériorisation même comportait un danger. Prise de position, donc, qui ne peut avoir d'autre cause qu'une disposition morale dans l'espèce humaine. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie. Nous parlons toute cette semaine d'espace et aujourd'hui d'espace politique et public, d'espace esthétique à partir de Kant et en votre compagnie, Myriam Revaud-Dallon. Nous venons d'entendre justement un extrait du conflit des facultés interprété par le comédien Vincent Schmitt. C'est un texte de Kant. Plus précisément, cet extrait de la deuxième section 6 d'un événement de notre temps qui prouve cette tendance morale de l'espèce humaine. Il y est question de la Révolution française, soit l'illustration parfaite de ce passage d'un espace esthétique à un espace politique. Tout à fait, parce que d'abord, on peut penser que dans ce texte, enfin on le lit d'ailleurs, on l'entend, il y a véritablement une extrapolation de ce que Kant a analysé au paragraphe 48 de la critique de la faculté de juger, c'est-à-dire la distinction du goût et du génie, dont on a parlé tout à l'heure, et qu'on peut élargir à la distinction entre l'acteur ou l'auteur et les spectateurs, ce dont parle ici Kant. Et Kant pose une question étonnante. Au fond, il se demande, mais à quoi tient l'importance d'un événement capital comme la Révolution française? Et d'ailleurs, dans un extrait voisin de celui-là, il dit ce n'est pas du tout aux faits glorieux, aux hauts faits ou au contraire aux méfaits, il pense à la terreur, aux événements dramatiques ou catastrophiques de la Révolution française. Si la Révolution française peut être envisagée comme une disposition de l'humanité vers le bien, comme un signe d'histoire, c'est parce que les spectateurs de la Révolution française, quels qu'ils soient, et lui d'ailleurs au premier chef, les contemporains, les spectateurs de la Révolution française, sont étroitement liés les uns aux autres devant cet événement par une sympathie d'aspiration qui touche à l'enthousiasme. Une sympathie d'aspiration qui touche à l'enthousiasme. Cette formule est géniale. Et absolument géniale. Donc, alors, il y a au niveau de une prise de position, au niveau de ces mais je pense que une sympathie d'aspiration qui touche à l'enthousiasme, ça veut dire que ce sont ces spectateurs au pluriel. Les spectateurs de la Révolution française qui sont pas directement impliqués dans l'action, qui ne sont pas les grands, qui ne sont pas Saint-Just, qui ne sont pas Robespierre, qui ne sont pas Danton, ni Camille Desmoulins, mais ce sont eux qui ont la capacité rétrospective de déceler dans le cours des événements de la Révolution française, un signe d'histoire. Et effectivement, cette distinction, elle prend appui sur la distinction entre la production des œuvres d'art, c'est-à-dire le génie qui produit l'œuvre, et le spectateur. Mais la condition sine qua non de l'existence de ces objets d'art
comme des événements politiques, comme de l'importance des événements politiques, c'est qu'il y ait de la communicabilité. En fait, l'important, ça n'est pas l'objet, ça n'est pas l'œuvre d'art, ça n'est pas l'événement, ça n'est même pas le fait d'avoir créé l'objet, d'être un artiste, un génie, ou d'avoir impulsé un événement, ou d'être un chef politique. C'est d'apprécier cet événement. L'important, c'est d'être ici, finalement, d'être là. D'être face à l'événement, d'une certaine façon, de le constituer, parce qu'on peut dire que de la même façon un monde sans hommes serait un désert, eh bien, un monde privé de spectateurs n'aurait pas de sens. Oui, mais un spectateur, en fait, c'est comme si on faisait de l'espace public, Myriam Revaud-Dallon, finalement, un ensemble, un espace pluriel de spectateurs, indifférenciés et plutôt passifs. Alors justement, c'est pas ça que veut dire Kant. Justement, ça n'est pas ça, parce que quand il parle de l'enthousiasme des spectateurs, quand il passe de la sympathie d'aspiration, il ne dit pas que les spectateurs sont passifs en train de regarder ou d'assister passivement à un événement. Ils participent à cet événement. Alors comment il y a des façons, il le constitue. Alors, par exemple, il le constitue par le biais de ce sentiment qui est l'enthousiasme. L'enthousiasme qui est un sentiment collectif, d'une certaine façon, qui est un sentiment collectif, et c'est cet enthousiasme qui fait, d'une certaine façon, le domaine, public. Donc, ce qui fait l'importance de la Révolution française, c'est la manière dont elle est perçue, dont elle est accueillie par les spectateurs. Et là, c'est pas de la passivité, c'est au contraire la manière dont nous allons en tant que spectateurs, c'est nous qui constituons l'importance de l'événement. Et donc cette sympathie d'aspiration qui touche à l'enthousiasme. Et donc moi je crois que, en fait, ce qui est important, ce qui est intéressant dans cette approche de Kant, c'est le déplacement qu'elle fait subir à la notion même d'événement. C'est le déplacement qu'elle fait subir à valeur significative ici la Révolution française, en l'orientant du côté du public. Mais du public, non pas du public passif, parce que sinon ça n'aurait aucun sens. C'est-à-dire que la grandeur de la Révolution française, c'est dans l'idée qui se propage. C'est ça l'enthousiasme. L'idée qui se communique et qui se propage dans l'esprit public. Mais est-ce que ça n'est pas très difficile, Myriam Revaud-Dallon, de s'en tenir à cette définition-là d'un espace public à partir des spectateurs, puisque ça laisse aussi la place à un espace public où l'on serait seulement spectateur? Je crois que l'idée de Kant, c'est qu'il ne s'agit pas de deux entités séparées, l'acteur et le spectateur. Je pense que c'est un espace de relation. Et peut-être c'est ça qu'on aurait dû dire au fond, parler de communication ou de communicabilité, c'est dire aussi que l'espace esthétique est un espace relationnel et que l'espace public est aussi un espace relationnel. C'est ce que, au fond, Arendt appelle le monde. Le monde en tant que le monde, c'est pas un monde d'objets, un monde de choses, mais c'est un monde de relations. Et donc, on a ici, mais par exemple, elle va commenter directement, je pense à ça parce que elle va souligner la distinction entre le point de vue de l'acteur qui est toujours un point de vue partial. C'est-à-dire qu'il agit dans un angle d'attaque qui est nécessairement rétréci, puisque agir, c'est choisir parmi plusieurs possibilités. Alors que du point de vue des spectateurs, qui sont toujours au pluriel, on a l'instauration d'un espace public et d'un espace de visibilité où les hommes s'apparaissent les uns aux autres. Mais ce ne sont pas deux entités séparées. Alors peut-être que le problème, c'est que maintenant, lorsque nous parlons d'espace public, ou compte tenu des conditions actuelles de la politique, ce que nous voyons, ou ce à quoi nous assistons, c'est à la séparation de plus en plus grande de l'acteur et du spectateur. C'est-à-dire que probablement nous assistons à l'augmentation d'une passivité, ce qui fait que nous avons tendance à considérer que les spectateurs sont passifs, que les spectateurs ou que les citoyens spectateurs sont passifs. Ils ont sûrement un avis, ils ont sûrement une manière de le partager avec leurs proches, mais jusqu'où cet espace public peut-il être aussi élargi? Alors il peut être. Alors, là encore, je pense que
on a exactement le même problème que celui qu'on avait à propos du jugement esthétique, c'est-à-dire qu'il y a là la virtualité ou la possibilité d'un partage qui doit être exercé. Et à partir de ce moment-là, bon, alors ça c'est un petit peu hors dehors de ce que, comme dit, de ce qu'analyse Kant, mais on peut penser que, d'une certaine façon, il y a un certain travail qui consiste à produire les conditions effectives de ce partage, c'est-à-dire un travail, à la fois un travail intellectuel, un travail politique, un travail de tous ordres, un travail éducatif, bon, c'est très important, qui consiste à faire en sorte que, au fond, cette distinction entre l'acteur, entre le point de vue de l'acteur et le point de vue du spectateur, ne soit pas conçue comme une séparation, mais comme une mise en relation. Alors, il y a toutes sortes de... Alors là, on sort du domaine esthétique et on envisage toutes les possibilités de faire travailler cette relation. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans ce passage de l'espace esthétique à l'espace politique, et ou inversement, on pourrait le formuler d'une autre manière, dire comment l'espace politique émerge d'un espace de communication d'abord esthétique, on peut quand même soulever plusieurs tensions entre cette dimension esthétique et cette dimension politique. En politique, par exemple, quand je vote pour quelqu'un, je vote par intérêt personnel, par désir, par goût. Mais ce goût-là n'est pas forcément le goût que j'ai face à une rose que je trouve belle. Absolument. Jusqu'où finalement ce passage ou cette analogie entre l'espace esthétique et l'espace politique, il peut être tenable? Alors, parce que justement, la question que vous évoquez, c'est la question du désintéressement, puisque Kant dit que le jugement de goût est désintéressé. Et à distance. Et à distance, mais ce jugement de goût est désintéressé dans la mesure où il ne profite pas immédiatement à l'individu, il ne lui procure pas, il lui procure une satisfaction, mais la satisfaction, comment dire, au fond, c'est un plaisir partagé. Bon, alors, quand vous prenez l'exemple du vote, d'abord, vous faites quand même un rétrécissement considérable. Je pense que mais oui, je caricature, mais je pars de notre époque et de l'expérience très empirique, très quotidienne que l'on fait de l'espace public. Absolument, parce que et là, vous parlez exactement de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est d'un certain rétrécissement, comment dire, au fond, de la notion d'espace public, par exemple aux conditions de la démocratie qu'on appelle la démocratie représentative, où on réduit la représentation à n'être qu'un processus électif ou que l'élection. Mais, encore une fois, si on essaye de faire travailler cette question, au fond, de la satisfaction partagée, de l'intérêt général, etc., on peut à ce moment-là penser que l'espace public, ce n'est pas simplement l'espace dans lequel les gens se rencontrent ponctuellement au moment où ils vont mettre leur bulletin dans l'urne et où ils rassemblent, où ils reçoivent les résultats. Donc en fait, peut-être que ce que, au fond, nous avons du mal aujourd'hui à nous représenter, on va dire au fond cette constitution ou ce partage de l'espace public, parce que les conditions dans lesquelles nous vivons nous portent plutôt du côté de la séparation plutôt que du côté de la relation. Et peut-être d'ailleurs, peut-être ne faut-il pas non plus extrapoler totalement cette vision de l'espace public à partir du jugement esthétique. Nous ne connaissons pas l'avenir. Tout le monde agit en vue de l'avenir et personne ne sait ce qu'il fait parce que l'avenir se fait. L'action est faite par nous et non pas par moi. Ce n'est que lorsque j'agis seule, si j'étais la seule, que je pourrais prédire ce qui va se passer à la suite de mes actes. Il semble donc que ce qui s'est vraiment passé soit entièrement du domaine de la contingence, et de fait, la contingence est l'un des plus grands facteurs de l'histoire. Personne ne sait ce qui va arriver simplement parce qu'il y a tant de choses qui dépendent d'une énorme quantité de facteurs variables, c'est-à-dire du hasard. Par contre, si l'on regarde l'histoire, rétrospectivement, on peut dire que l'histoire est logique. Comment cela a-t-il été possible?
C'est le véritable problème de toute philosophie de l'histoire. Comment est-il possible qu'après coup, il semble toujours que les choses n'auraient pas pu se passer autrement? All the variables have disappeared and reality is of such an overwhelming. La réalité a un impact si puissant que nous ne pouvons pas prendre la peine d'envisager une variété infinie de possibilités. Infinite variety of perhaps possibilities. Myriam Revaud-Dallon, on vient d'entendre une archive d'Hannah Arendt. C'est dans un entretien avec Roger Herrera. C'était à New York en 1973. Elle y parle de la philosophie de l'histoire. Elle y soulève cette problématique de la pluralité dans l'histoire qui, quand on se retourne rétrospectivement, nous semble très cohérent, très logique. Mais sur le moment, il y a une pluralité. Et on se demande comment cette pluralité dans l'espace public peut prendre forme, une forme cohérente et homogène. C'est là qu'elle aborde ici d'abord plusieurs problèmes, enfin très rapidement. D'abord la question de l'action. Elle dit en substance qu'au fond on n'agit pas tout seul. On n'agit jamais tout seul. On agit avec d'autres, contre d'autres, pour d'autres. Donc déjà toute action, tout agir humain implique la pluralité. Ça c'est la première chose. Et donc en fait, quand elle travaille sur Kant, elle s'appuie sur la communicabilité pour élaborer aussi son concept de pluralité. Et puis elle dit aussi que, au fond, on a l'impression rétrospectivement que les choses ne pouvaient pas se passer autrement, mais ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai puisque, encore une fois, l'action a choisi une possibilité parmi d'autres. Il y avait d'autres. Les choses auraient pu se passer autrement, et c'est ce qu'elle appelle la contingence. Donc, en fait, l'action humaine, elle se développe toujours à l'intérieur de la contingence, pas à l'intérieur de la nécessité, parce que la nécessité est quelque chose qui est nécessaire, c'est quelque chose qui peut pas être autre qu'il n'est. Alors quelque chose qui est contingent, c'est quelque chose qui aurait pu être autre qu'il n'est. Donc c'est l'action humaine qui fait que, rétrospectivement, peut-être les choses nous apparaissent inéluctables, ou nécessaires. Mais de toute façon, la pluralité est liée à la contingence, parce que du fait que nous n'agissons pas tout seuls, nous ne pouvons pas prévoir absolument les résultats de notre action. Nous ne pouvons pas, c'est pas prédictible. Nous ne savons pas comment vont réagir les autres. Nous ne savons pas quelle sera ou comment, dans quel contexte l'action historique va se dérouler. Et pourtant, elle nous dit que l'histoire a un sens, et on pourrait dire que l'espace public avance d'une certaine manière, est cohérent, a un sens. Je pourrais dire, en plagiant Rousseau, que l'espace public n'erre pas, qu'il ne se trompe pas. Alors, il n'erre pas, mais il n'a pas non plus un sens au sens que Hegel donne à la philosophie de l'histoire. Elle est très, très opposée. C'est-à-dire qu'il y a un sens de l'histoire, mais ce sens peut être aussi, au fond, combiné à du non-sens. Si je peux parler comme Merleau-Ponty, c'est-à-dire que bien sûr que l'histoire est signifiante, qu'elle signifie quelque chose. D'ailleurs, Kant ne le met en valeur. Mais Kant évoque aussi bien, d'ailleurs, il est très partagé par rapport à la Révolution française. C'est très intéressant parce que il dit à la fois c'est le signe du progrès moral de l'humanité. Donc on aurait l'impression que l'humanité s'achemine vers un avenir radieux. Et puis il salue cette prise de position enthousiaste des spectateurs. Oui, mais il dit en même temps que c'est la terreur, que c'est la catastrophe, et que donc d'une certaine façon, le sens de l'histoire est habité à la fois par du prévisible et par de l'imprévisible. Donc ce sens de l'histoire, ce n'est pas le sens au sens d'un vecteur orienté qui s'achemine vers une finalité et qui serait forcément bonne et prédéterminée. Voilà. Est-ce que on peut penser avec Kant, avec Hannah Arendt aussi, qui relie Kant, ce passage aussi de la contemplation esthétique à l'action politique. C'est-à-dire que la question de la pluralité, la question de l'accord, du consensus dans un espace public est liée aussi à une prise de décision commune politique. Alors là, c'est déjà plus compliqué. Là, je pense que c'est plus difficile d'extrapoler. Et d'ailleurs,
D'ailleurs, Arendt a fait de Kant une lecture extrêmement libre, pour pouvoir dire, comme elle l'a dit, que la critique de la raison politique qui n'a jamais été écrite par Kant, c'est la critique du jugement. C'est un jugement, c'est une proposition extrêmement audacieuse et que l'on peut aussi discuter. Mais je pense qu'elle va beaucoup plus loin que n'étalait et Kant dans son inspiration pour penser une philosophie de l'action ou une philosophie de l'agir. Je ne crois pas que Kant ait élaboré à partir de ce paradigme esthétique et de la question de la communicabilité, je ne crois pas qu'il ait élaboré une véritable philosophie de l'action. Bon, elle va plus loin. Je vous propose, Myriam Revaud-Dallon, car il nous reste encore quelques minutes, qu'on écoute encore un extrait de Kant. C'est un extrait de réponse à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?» et c'est interprété par le comédien Vincent Schmitt. La pensée d'un chef d'État qui favorise les Lumières reconnaît que, même du point de vue de la législation, il n'y a pas de danger à autoriser ces sujets à faire un usage public de leurs propres raisons et à exposer publiquement devant le monde leurs réflexions sur une meilleure rédaction du texte législatif. Mais seul celui qui, éclairé de lui-même, ne craint pas les fantômes, mais a en même temps à sa disposition une armée bien disciplinée pour garantir la paix publique, peut dire ce qu'une république ne peut oser dire. Raisonnez tant que vous voudrez et surtout ce que vous voudrez, mais obéissez. Ainsi, les affaires humaines prennent ici un tour étrange et inattendu. Et d'ailleurs, lorsqu'on les considère globalement, tout y est paradoxal. Un degré supérieur de liberté civile paraît avantageux pour la liberté de l'esprit du peuple, mais il lui oppose des barrières infranchissables. Un degré moindre de liberté civile, en revanche, procure à l'esprit l'espace où s'épanouir selon toutes ses capacités. Quand la nature a ainsi fait éclore sous cette dure enveloppe le germe dont elle prend soin le plus tendrement, à savoir l'inclination et la vocation pour la pensée libre, cette tendance influe en retour, progressivement, sur la mentalité du peuple, ce qui le rend peu à peu apte à agir librement, et finalement, sur les principes même du gouvernement, lequel juge profitable pour lui-même de traiter l'homme, qui est dès lors plus qu'une machine, conformément à sa dignité. Myriam Revaud-Dallon, comme je l'annonçais, c'était donc un extrait de réponse à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?», un texte de 1784 de Kant. On y entend cet usage public de la raison. Ma question est, Myriam Revaud-Dallon, puisqu'il nous reste quelques minutes, est-ce que l'espace public est forcément l'espace dans lequel on communique rationnellement, avec raison, et pas plus un peu avec passion, avec engagement, avec sensibilité? Bien sûr, absolument. D'ailleurs, au fond, Kant ne l'ignore pas, puisqu'il a parlé de l'enthousiasme à propos de la Révolution française. Donc, il connaît très bien, au fond, le rôle des passions. Les passions ne sont pas toujours, loin d'être mauvaises. Et effectivement, l'usage public de la raison, c'est l'usage public d'une raison que j'appellerais élargie. C'est-à-dire une raison élargie qui n'exclut pas la sensibilité, qui n'exclut pas, l'émotion, qui n'exclut pas les affects. Alors, ce qui pose évidemment un énorme problème, qui est le rapport, au fond, entre le rationnel et l'irrationnel. Et d'ailleurs, Kant ne l'ignorait pas, parce que dans ce texte, il y a quelque chose qui est très intéressant, qui est une espèce de petite allusion à ce qu'il appelle l'insociable sociabilité. C'est-à-dire le fait que il y a, au fond, la dynamique du progrès, ou la dynamique de l'émancipation, pour parler plus exactement, au fond, elle travaille sur des penchants contradictoires. Et par exemple, il y a une très belle métaphore, qui est la métaphore des arbres qu'utilise Kant. Il dit, quand les arbres poussent isolés dans un champ, ils sont bien plus rabougris, ou ils
poussent de façon bien plus rabougrie que lorsqu'ils poussent ensemble sur un même terrain où ils se gênent les uns les autres, ils se contrarient, d'où leur tendance à vouloir s'élever et se rapprocher de la lumière. C'est la métaphore de l'espace public. Voilà, et c'est la métaphore de l'espace public, et c'est la métaphore d'un espace public qui est un espace public aussi conflictuel. Conflictuel, mais pour qu'il y ait du conflit, il faut déjà au moins qu'on se comprenne ou qu'on se Absolument. comprenne Non, mal. mais quand je dis conflictuel, c'est pas un espace de guerre, c'est un espace conflictuel qui, en même temps, fait qu'il y a à la fois du dissensus et du consensus. Où il n'y a de consensus que s'il y a du dissensus et réciproquement. On a parlé d'Hannah Arendt, Myriam Revaud-Dallon, on pourrait aussi parler très rapidement d'Habermas, qui a aussi fait une lecture de Kant et de l'espace public. On lui doit tout un livre sur l'espace public et sur cet usage de la raison dans l'espace public qui a créé cet espace public. Je parle au conditionnel. Bien sûr. Mais a priori, c'est plutôt vérifié. Mais il a beaucoup insisté, Habermas, sur les conditions de discussion qui formeraient cet espace public. Mais alors, Habermas, c'est plutôt du côté d'une rationalité ou d'une rationalité de l'argumentation, alors que, au fond, la question, il évacue davantage la question de la sensibilité ou de l'irrationalité. Il travaille sur les modalités, au fond d'un partage, justement, les modalités d'une constitution de l'usage public de la raison à travers une discussion qui est une discussion organisée. Et la question des sentiments ou la question des affects que vous avez posé tout à l'heure, elle est relativement secondarisée. C'est surtout un travail sur, un bon usage de l'argumentation et de la discussion dans l'espace public. Alors il faut donc lire. Au fond, c'est une manière aussi de tirer Kant du côté au fond, d'une communication rationnelle. Donc il faut à la fois lire Habermas pour la communication rationnelle, Hannah Arendt pour la communication politique de l'action et aussi la sensibilité. Kant. Et lire Kant. Voilà. Merci beaucoup Myriam Revaud-Dallon. Je rappelle qu'on peut lire de vous, alors, votre traduction de Juger d'Hannah Arendt sur la philosophie de Kant. C'est paru dans une nouvelle édition en point essai. Le miroir et la scène, ce que peut la représentation politique, c'est aux éditions du Seuil. Je le recommande chaudement. Et puis aussi La crise sans fin, essai sur l'expérience moderne du temps en point essai. Et ce que l'homme fait à l'homme, essai sur le mal politique chez Flammarion. Merci beaucoup. Merci à vous. Vous écoutez France Culture, les chemins de la philosophie, et c'est l'heure, comme tous les jours, de retrouver le journal de la philo, présenté aujourd'hui par Anastasia Colosimo pour une journée spéciale sur France Culture, égalité femmes-hommes, sommes-nous entrés dans une nouvelle ère ?